Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième émission de Cinécast. Autour de moi, la core team de Cinécast, Stéphane, Aurel et Tristan. Salut. Salut. On revient à une formule un peu plus classique pour cette troisième émission. Le film, vous le connaissez, on a diffusé le titre du film il y a de ça un petit moment, à savoir Kong Skull Island. Comme d'hab, Aurel, tu vas nous faire une petite présentation des stats du film. Oui, alors on est toujours dans la suite de Logan et du premier podcast, donc sur le thème des poils et puis un petit peu de fureur, voilà, c'est un peu pareil. Des poils, un petit peu de sueur. Exactement. Un petit peu de sang. Quelque chose d'un peu velu. Alors du coup, là, on est vraiment en face d'une énième grosse production, 185 millions de dollars de budget, c'est assez colossal. Ça s'inscrit aussi très intéressante, un peu comme dans un univers Marvel, c'est dans un Monsterverse, donc développé par Legendary Pictures et qui fait suite au Godzilla de Gareth Edwards de 2014. Le crossover prévu. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça, même si au départ les intentions étaient pas tout à fait très claires du côté de Legendary, on savait pas si c'était un reboot du film de 33, bref, on savait pas trop où on allait, finalement c'est clairement annoncé, c'est un film qui doit remettre à jour Kong, donc c'est pas du tout un remake, c'est pas du tout un reboot non plus, c'est une nouvelle histoire, voilà. Censé être une préquelle en fait. Ouais. En fait, avoir les origines de... C'est très confus quand même, ça reste très confus sur ce qu'on va voir. On sait pas trop le rapport avec la mythologie, voilà. Mais du coup, donc quand même, gros projet, avec clairement l'intention d'un développement de nouvelles franchises. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on suit là encore les traces de Marvel, parce que finalement, on donne la présentation, en tout cas la réalisation, à Jordan Vogt Roberts, qui est un inconnu, voilà, très clairement, qui est arrivé sur ce projet-là en 2013, suite au seul film qu'il a fait, qui s'appelait The King of Summer, qui est un petit film indé très sympathique, l'histoire d'ados qui vivent leur dernier été ensemble. Que t'as vu ? Non, je suis allé voir la bande-annonce, 2-3 extraits, etc. Écoute, t'es dans le film indé, le pur film indé, Sundance, etc. Voilà. Hein. Donc qui avait été très bien accueilli, qui avait été très bien, voilà, c'est un micro-budget, etc. Donc t'es vraiment dans le film indé, dans tout ce qu'il y a de plus indé aux États-Unis, et ce type-là se retrouve propulsé à la commande d'un blockbuster à quasiment 200 millions de dollars, ce qui peut quand même toujours un petit peu interroger. Ouais, on verra effectivement. Stratégiquement, il faut mieux avoir quelqu'un qui se la ferme et qui est content qu'on lui donne un gros budget et que quelqu'un qui a un petit peu de bouteille et qui peut un petit peu malmener un tournage, quoi. Sachant que après, il a fait aussi pas mal de séries télé, voilà, des épisodes, quelques épisodes dans plusieurs séries télé. Donc rien de bien marquant concernant ce garçon. Sur le casting, là il y a un petit peu plus de choses à dire. On a en tête d'affiche Tom Hiddleston, l'acteur préféré, je pense, de toute ta vie de Steph. Donc on le présente pas, et pour ceux qui le connaissent pas, en gros c'est Loki dans les Thor et dans l'univers Marvel. Loki, l'homme avec un charisme absolu. Voilà. Qui interroge en tout cas. Même si, bah non, parce que tu as pu en dire du bien dans Crason Peak. Crason Peak. On verra ça plus tard. Très bien. On a Brie Larson, qui est son pendant féminin dans l'histoire. Brie Larson, moi je n'avais pas forcément percuté qui c'était. Effectivement, elle vient d'être oscarisée pour Room. L'année dernière Ouais, c'est ça, pour Room. Elle a été oscarisée dans le rôle d'une femme séquestrée pendant... Et puis surtout, encore là une fois, comme quoi les façons de travailler de Marvel et de Legendary sont assez similaires, puisque elle a surtout fait parler d'elle il y a quelques mois, puisqu'elle est castée officiellement pour devenir Captain Marvel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, alors toi ça va. Vous n'avez pas l'image, mais c'est quoi ? C'est un des rôles de Marvel les plus connus en fait. C'est celui qui était censé être le chef des Avengers, Captain Marvel, qui représentait en fait un petit peu un mélange de tous les super-héros, et donc c'est assez étrange. Oui, pour nous Français et Européens, on n'a pas eu encore été touchés trop par ça, mais en gros c'est The Boss. Et vous n'avez pas l'image, mais c'est un vrai personnage qui existe. Oui, les comics l'ont déjà mis en avant. Mais il y a longtemps. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive là. Captain Marvel, mais connu aux États-Unis.
J'ai jamais lu, si tu veux, le comics, donc effectivement. Mais voilà, elle a fait vraiment parler d'elle là-dessus. Et encore une fois, c'est aussi intéressant que finalement. Ça promet, ça donne envie. Je continue vite fait avec les trois, parce que là, si Captain Shampoing pour ceux qui connaissent. Captain Shampoing. Si là, en tout cas, les deux premières têtes d'affiche sont pas forcément extrêmement connues, ils ont quand même senti le besoin peut-être d'étoffer un peu le casting avec des acteurs éprouvés, pour des gueules qu'on connaît. On commence par Samuel Jackson, qu'on va pas présenter quand même, parce que si Morgan vous ne connaissez pas qui, voilà, c'est ça. D'accord. C'est la doublure lumière de Morgan Freeman pour Tristan. On a John Goodman, qui lui se refait, je trouve, une deuxième partie de carrière intéressante, notamment à partir du Cloverfield Lane, qu'il a vraiment que tu as beaucoup aimé. C'est mon film de l'année dernière. D'accord. Moi j'ai toujours pas vu. Ouais, moi non plus. Et on a quelqu'un que j'adore, c'est John C. Reilly, que vraiment j'adore. Et c'est comment le film de la production Apatow, là où il est avec Will Ferrell, Frangin malgré eux, que je vous recommande assez chaudement. Stéphane, autant avec Captain Marvel qu'avec. Non, tu l'as vu celui-là où, non, Apatow, non, c'est bon, je maîtrise. Entre Will Ferrell, où ils sont. Moi je regarde Love. Ils font deux adultes attardés qui sont, comment dire, contraints de revivre ensemble parce que leurs parents, qui les traînent encore à la maison, se remarient ensemble. C'est absolument génial. Je vous recommande notamment la scène de la batterie qui se termine, je crois, par des baguettes. Non, c'est je crois que c'est les couilles sur une batterie. C'est toujours très intéressant. Allez, voilà, juste un petit indicatif, c'est qu'on avait donc 185 millions de dollars de budget. Il est sorti hors promo. Il est sorti depuis 10 jours à peu près, et il en est à 262 millions de dollars de recettes. Donc ça marche, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue, notamment. C'est une sortie mondiale. Ouais, c'est une sortie mondiale. Notamment les recettes aux États-Unis sont assez basses. Au 20 mars, on n'était qu'à 100 millions de dollars, ce qui est à mon avis peu par rapport aux attentes du studio. Justement, on en attend quoi? Qui commence? Tristan, on t'entend pas beaucoup. Ouais, Tristan. Pas grand chose. Moi j'ai été plutôt marqué par la génération de Peter Jackson, le King Kong, le vrai King Kong, qui a été celui qui se déroule effectivement sur le territoire américain, avec la scène, celui qui monte sur le building. Moi j'ai plutôt. C'est pas celui de Jackson. J'ai plutôt apprécié. Oui, mais il le reprend aussi. Du coup, il reprend cet axe-là. On n'est pas du tout sur le même axe là, donc je sais pas. Je suis un peu curieux, mais sans plus. La bande-annonce avait l'air intéressante. Le Godzilla, c'est quelque chose qui m'avait marqué, mais sans plus. L'idée de faire un crossover, ça peut être sympathique. Je sais pas grand-chose en fait. Ok. Moi, plus parce que King Kong, alors moi je suis grand fan du film de Jackson, film que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un vrai film d'aventure. Qui est pas parfait, mais. Ah non, il est pas parfait, mais je trouve qu'il a une ampleur qui est assez sidérante dans sa volonté de faire plaisir avec beaucoup de monstres, beaucoup d'apparitions de King Kong qui est mis en valeur. Voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'images en tête et surtout la photo du film que je trouve vraiment chouette. Donc voilà, dans cette lignée-là, j'en attends forcément beaucoup parce que ça veut dire de nouveau éventuellement un vrai bon film d'aventure. La bande-annonce, elle me donne envie, elle est assez nerveuse, assez punchy. Alors on sent quand même quelques trucs repiquer un petit peu par-ci par-là, la scène de la tempête de Mad Max notamment. Voilà, on a 2-3 trucs comme ça. Moi ça me donne envie, donc je suis plutôt très 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 impatient de le voir. Un peu comme toi, pour moi, ce qui me concerne, sachant que moi, la référence majeure qui m'intéresse de voir, parce que je trouve qu'il y a énormément de clins d'œil à ça, ce serait la référence à Apocalypse Now. Alors, il n'a pas de chance, Jordan machin truc là, parce que on est allé le voir. Oui. Apocalypse Now, pour moi, c'est mon film de 2016, c'est celui-là. Le Redux, qu'on est allé voir tous ensemble en salle, en copie, en copie neuve, et qui est une claque. Merci séance de Nantes. Alors que ce film-là a quasiment 35 ans maintenant. Donc je me méfie quand quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose assume, et on peut relire, je vous invite à relire le Mad Movie, et assume et revendique une certaine filiation avec ce film-là. C'est pas un truc de studio, ça? C'est osé. Non, c'est osé. C'est dit, c'est assumé. Il l'a vu. Il y a des choses qui le font. Il a dit qu'il voulait faire ce film de Vietnam. Il y a notamment
simplement le personnage de John C. Reilly qui est clairement un clin d'œil au personnage joué par Dennis Hopper, le personnage de photographe perdu sur place, complètement barré et qui fait le lien. On verra bien ce que ça donne. Simplement, je trouve ça très casse-gueule d'avoir une référence comme ça. Le mec a intérêt à être solide derrière. Sven ? Moi, c'est un peu la collection de tout ce que vous avez dit. Moi, je suis peut-être le seul autour de la table à défendre le Godzilla de Gareth Edwards. Je sais que vous trouvez que tout le côté les péripéties des humains, on va les appeler comme ça, est très creuse. Effectivement, c'est vrai, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la prise de position de Gareth Edwards, de toujours rester à hauteur d'homme et du coup de ne jamais défaillir de ce point de vue là. Il le tient jusqu'au bout du film. Il n'a pas la tentation à la fin de nous faire des plans larges, aériens, etc. Je l'ai revu il y a pas longtemps, passage télé, je crois qu'il n'y a que 2 plans sur l'intégralité du film. À peu près, ouais. Parce qu'à un moment donné, effectivement, quitte à avoir des gens qui bossent sur des effets spéciaux, il faut que ça se voit. Je crois que c'est notamment le premier Muto décédé sur le dernier tiers du film, où là, effectivement. Mais je trouve que c'est hyper osé, ça fonctionne hyper bien, ça donne de l'ampleur au monstre, etc. Qu'il aime beaucoup et qui met en valeur, regarde. J'ai été vraiment bluffé par ce film-là, dont j'attendais absolument rien du tout au démarrage. Du coup, je suis hyper déçu de son travail sur Rogue One, où je retrouve pas du tout l'ampleur cinématographique qu'il a pu donner à ça. Après, sur Rogue One, on en apprend tous les jours sur le scénario a été changé au dernier moment. Effectivement, ça a été et le résultat il est là, il est à son nom générique, voilà. Donc je suis plutôt intéressé par l'idée du crossover, même si je suis à peu près autant perdu que vous, parce que Godzilla était à l'époque moderne. Là, c'est un King Kong Origins au Vietnam. Je pense que du coup le crossover se fera après Godzilla, donc pourquoi placer un origine aussi lointaine dans le passé, voilà, je sais pas trop. Après John Goodman moi m'intéresse pas mal. Tom Hiddleston, Brie Larson, c'est des gens qui sont en pleine montée, je les vois mal. En pleine montée de charisme, Tom Hiddleston. Il est dedans. Allez, Tom. Non, mais je les vois mal s'engager sur un film où, au niveau du scénario, ça pêche, ça colle pas. Alors après, effectivement, il y a le temps de tournage, il y a le temps de post-prod, il y a le studio qui arrive, etc. Mais plutôt, puis il y a aussi un budget, donc voilà, j'attends de voir. Et c'est vrai que la bande-annonce est plutôt engageante. Sur certains trucs. Maintenant, est-ce qu'on va pas nous mettre tous les plans les plus intéressants dans le film, etc. Sachant que, petite information, moi je vais pas pouvoir vous suivre sur le visionnage du film, donc du coup j'en attends beaucoup, mais j'attends aussi ce que vous allez pouvoir m'en dire pour savoir. Mais tu poseras des questions. Je vais trouver un temps, dans un emploi du temps très chargé pour aller voir ça. D'autant que, point assez étrange, on est sur une durée relativement courte. Oui. On dépasse pas les 2 heures. On est sur 1h40. 1h40, ce qui est du coup film assez ramassé, donc peut-être un peu péchu. Donc voilà, donc je vais vous laisser aller au ciné, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Étant précisé, toujours la même chose, que le débrief se fera en spoilant le film. Donc si vous voulez vous garder la fraîcheur, même si ça fait un petit moment que maintenant le film est sorti, vous coupez l'audition là, vous allez voir le film et vous reprenez par la suite. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Vous avez pu voir donc Kong Skull Island. Ça y est. En 3D, on précise. 3D, et en VO. Là, ça a été pas mal. Dans tous les cas, à l'avenir, sachez que dans la majorité des cas, quitte à mettre un petit peu de temps à décalage, on essaye de véritablement voir tous les films qu'on va chroniquer en version originale. 3D, on n'est pas forcément très fan, donc si on peut l'éviter. On le saura pour l'Avatar de Cameron. On évite, en 2019. Normalement, ce podcast aura pris une envergure internationale. Et nous verrons ce film en avant-première. On sera invité à Los Angeles. Avec un débrief en VO. Voilà. Donc alors Kong. Déjà la salle. Donc les sièges étaient extrêmement confortables, ce qui nous a permis, en tout cas à moi, de subir ces 2 heures assez confortablement. 2 heures, même pas 2 heures. Même pas 2 heures. Donc puisqu'on a dit 1 heure et quelques, 1h40, je sais pas où elles sont passées parce qu'elles font 3, 4, 5 heures. Je suis hyper étonné. Moi, ça a été d'une longueur, mais je sais pas combien de fois j'ai soufflé. Enfin, t'étais à côté de moi. Rigoler aussi un petit peu. C'est horrible. C'était horrible de t'entendre souffler et de t'entendre faire
état de ton désespoir. Donc si je comprends bien, vous êtes plutôt très déçu. Ah ouais. Ah, c'est pas plutôt très déçu. Alors du coup, on va essayer d'organiser ça. L'histoire. On va faire histoire et puis la forme. Ah mais non, mais c'est ça. On passe Non. Alors histoire. Alors j'avais en tête le fait que c'était une préquelle. Donc on est là sur les origines de Kong. D'origine, en fait, on n'en aura que très peu, puisque on nous présentera un cimetière dans lequel on sait que les parents de Kong sont morts. Les gros Kong. Et on a des ossements de la famille de Kong. On voit dans la bande-annonce, du coup. Oui, peut-être. Oui, effectivement. Bon. Voilà, et on sait qu'ils ont été tués, mis à mal. Voilà, ils ont été blessés sérieusement, mortellement blessés par des bestioles qui sont. Apparemment, on nous vend la grosse bestiole qui aurait tué les parents de qui est une sorte de monstre préhistorique, voilà, qui est peut-être la chose la plus débile et la plus laide que j'ai rarement vue au cinéma. C'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. On en reviendra là-dessus, mais c'est. Donc voilà, et on a une équipe de scientifiques qui nous dit voilà, nous on a découvert une île, il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit les premiers sur cette île-là. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. En fait, si, il y en a un qui sait ce qu'il y a dessus. Mais il nous le dit pas. C'est dans la bande-annonce. Voilà. Et donc, ils arrivent sur cette île pour venir découvrir ce qu'il y a sur l'île et en fait aller casser du Kong, en tout cas du monstre dans un premier temps. On ne sait pas exactement ce qu'il y a. Ouais, c'est un petit peu ça. Moi, ça m'a fait penser à Jurassic Park. Voilà. Et puis après, on a Kong qui intervient très rapidement dans le métrage. Là, c'est super. Mais tout de suite. Mais il est là tout de suite. Il peut difficilement arriver au bout de 22 Non, mais il est clairement facial dès la scène d'ouverture. Donc c'est-à-dire qu'on te ménage même pas. Là où Gareth Edwards, par exemple, tu peux faire que le parallèle. Oui. D'ailleurs, de toute façon, c'est très clair. À l'arrivée de Godzilla, la première apparition est quand même très. Le film est une photocopie. Le générique de départ est le même que Godzilla. Les images d'archives, les essais nucléaires, mais plutôt etc. sympa. Alors, moi, j'ai juste une question. Je vous coupe 2 secondes. J'y pensais. En attendant qu'on enregistre cette deuxième partie, est-ce que par hasard Gareth Edwards serait pas producteur exécutif de ce truc-là ou... je sais pas du tout. Ça faudrait. Ou est-ce que Legendary ne lui a pas donné le rôle de producteur exécutif pour essayer d'assurer une continuité dans le truc? On pourrait peut-être laisser Aurélien dans la difficulté. Non, parce que pour moi il y a que Legendary. Donc il n'y a pas de comme pour le. Alors non, y a pas Marvel, c'est Kevin Feige, le grand boss de Marvel qui. T'as pas ce que tu as sur les X-Men où tu as Brian. T'as pas un showrunner équivalent série qui du coup pilote ce truc-là. Non. C'est Legendary qui, de toute façon, je pense qu'ils ont pas eu trop le choix puisque très vite, je pense que le petit père Gareth Edwards, il a été happé par Disney, il avait autre chose à faire. Ouais. Donc notamment Rogue One. Donc non là-dessus. Mais heureusement qu'il s'est pas mouillé là-dedans. Et heureusement, parce que ça deviendrait très compliqué. Donc. Le générique, c'est une photocopie de Godzilla. Et deuxième mauvaise nouvelle, c'est que très vite, en fait, tu comprends qu'ils nous font quelque chose un peu à l'univers Marvel, décidément. Ce qu'on avait vu venir et ce qu'on pouvait avoir des craintes, c'est que on nous joue le coup de l'agence secrète. Ah oui, la fameuse agence Monarch. qu'on voit enfiler j'ai même pas remarqué. Qui est dans Godzilla. Exactement. J'ai pas fait le rapprochement, d'accord. Bah si, c'est ça les gars, c'est ça. Donc en fait, Ken Watanabe travaille pour Monarch. D'accord. Ah oui, donc c'est un autre lien, c'est-à-dire que les acteurs inexpressifs sont. Ça fait également partie. Tous embauchés par Monarch. C'est la réunion des acteurs inexpressifs. Et donc ça apparaît dans le Godzilla d'Edwards. Donc autre filiation pas très heureuse, puisqu'on va retrouver exactement finalement la même faiblesse, c'est-à-dire des personnages écrits à la truelle. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Parce que la tête d'affiche, c'est quand même Tom Hiddleston, qui est totalement inexistant. Et le pauvre qui est voilà. Quand tu le vois, tu peux te dire ça le fait, notamment la fameuse scène où il est embauché. Ça va. Il a de la gueule, c'est pas trop mal. Il remplit un peu le t-shirt. Après, manifestement, on ne pouvait pas lui faire plus de choses que ça. Toi, t'aurais préféré The Rock, quoi. Non, je sais pas si j'aurais préféré. Qui lui remplit bien le t-shirt. Mais en tout cas, le truc c'est que il va servir à rien. On va le dire
concrètement. Très peu de dialogue, très peu de scènes de dialogue. Voilà. Aucune. À partir de la moitié du film, il te sert pas de point de repère en plus. Tu vois, c'est pas un personnage dans lequel tu peux t'identifier. Il prend pas dessus, il est sur personne. Le personnage a pas d'intérêt, donc il est leader parce que voilà, il a l'habitude de la jungle, donc il est censé driver un petit peu tout ce monde-là. Sauf qu'il est censé driver des combats, des mecs qui viennent de faire le Vietnam. Donc tu te demandes quel est son apport. On n'en sait rien puisque en gros il va superviser une unité de commando qui sont déjà normalement avec le. Bon bref, c'est déjà à la base ça sort pas une tête. Non. Brie Larson, elle a des problèmes de poumons apparemment, ou de vêtements trop petits comme Hiddleston puisque tous les deux sont habillés chez Petit Bateau en XS. Et comme on retrouve le même semaine que Dallard, la fille de Ron Howard dans Jurassic World. Exactement. Qui porte très bien le débardeur. Mais je trouve que le parallèle avec Jurassic World est pas mal. Ouais, c'est pas faux. Sauf que c'était plus fun Jurassic World. Oui. C'était largement plus fun. Oui. Là, il a essayé de faire du fun. C'est ça qui est terrible. C'est que moi, il y a certaines scènes qui m'ont gêné. Alors, on reste sur l'histoire d'abord et puis après. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'histoire. Voilà. Il débarque sur cette île. John Goodman, c'est le job, c'est pas le job. C'est pas un film, pour revenir, si tu veux, voilà, pour être très clair. C'est un mauvais film de monstre. C'est pas un film de Vietnam. C'est pas un film d'aventure. C'est pas un film d'aventure. C'est pas un film non plus de peur dans la jungle à la Predator. C'est pas un film militaire. C'est pas un film militaire. En gros, c'est rien. C'est vraiment de la merde. C'est très 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 faible. Il y a quand même certaines belles scènes, des moments qui sont bien emballés, je trouve. Il aime aussi sa créature, je pense vraiment que Kong, il l'aime, mais à la différence de Gareth Edwards où tu parlais tout à l'heure. Il y a un vrai point de vue. De la volonté toujours de le rendre iconique. Donc jamais on s'élève au niveau du monstre pour toujours lui garder cette importance, ce truc massif. En contre-plongée. Là, le Kong, on l'a très peu en contre-plongée et tu l'as très souvent à hauteur de tête, à hauteur à cette hauteur-là, quoi. Il joue pas mal avec les yeux de Kong. Peut-être essayer pour le côté humain, le truc. Oui, c'est ça. Donc ça remplacera pas la performance capture de Serkis, d'Anthony Serkis, de Andy Serkis. Non, mais alors moi je trouve que la comparaison est quand même très embarrassante parce que le Kong de Jackson qui a 10 piges maintenant à peu près. Ouais, 10 piges. Je crois que c'est même plus. 2005. 2005, bon, à quelque chose près, ce film tient encore la route, mais 100 000 fois, et au niveau même au niveau des effets spéciaux, il n'y a pas photo. Bien sûr. Même tu peux dire justement dans le côté performance capture et tout ça, les progrès qui ont été faits en la matière ont donné un Kong absolument remarquable. C'est pas évident, quoi. Il est même très très moche moi je trouve. Quand on le voit de dos marcher de dos, c'est très étonnant. Il est pas beau, quoi. Il est trapu moche, on dirait un pauvre Yeti un petit peu moisi, quoi. Yeti, le Yeti de Tintin quand il repart au Tibet, il repart un peu genre. Les proportions. Moi, parce que là, il y a un parti pris, forcément, ils sont coincés. C'est-à-dire que dans le projet, ça doit être un crossover. Godzilla et je sais pas la taille que fait Godzilla, mais Godzilla est monstrueux. Là, Kong, dans la version de Jackson, à peu près, c'est 30-40 mètres, d'après ce qu'on pouvait voir. Là, forcément, ils sont obligés d'en faire un de la taille d'un building. Alors, c'était ce qu'expliquait le réalisateur dans une interview en disant qu'il a rendu le Kong encore plus grand que ce que le studio voulait, encore plus massif. Que ça, c'est une initiative personnelle et de son staff, de le rendre encore plus gros que ce qu'il était. Mais c'est pas beau, en fait. Voilà. Oui, puis ça se voit pas vraiment. C'est pas très beau. Parce qu'en fait, l'environnement de l'île, qui sont des sortes un paysage un peu Malaisie, où on peut avoir des sortes de pitons rocheux à droite à gauche, qui sont des îles. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à identifier quelle est la taille de ces montagnes. Donc, quand il passe à côté, on a l'impression d'un jouet qui passe au milieu de petits tours. Enfin, c'est très étrange. Ouais. On n'a pas d'échelle. On n'est pas sur comme Godzilla où il y a une ville où on voit la taille et on se rend compte qu'il y a de la destruction dans le cadre du combat. Là, on est sur quelque chose de vierge, des pitons rocheux. Les seuls moments, c'est quand on voit les hélicoptères au départ à côté de Kong. Et encore, on se rend pas compte de sa taille. C'est le truc bien. C'est pour expliquer, c'est la découverte de l'île donc par des hélicoptères donc qu'on connaît tous. C'est ceux qui ont été utilisés par l'armée américaine au Vietnam, donc qui arrivent sur l'île avec une bonne musique. La référence avec Apocalypse Now, en fait, elle est là.
C'est tout. C'est dans le choix de musique. Le choix de musique avec le haut-parleur et les hélicos qui vont à fond au-dessus de la jungle avec la musique à fond. Voilà la référence à Apocalypse Now. Et donc Kong arrive de manière hyper soudaine au milieu de ces hélicos et fait un carnage. Et là c'est un petit peu de... Il descend l'escadrille. Voilà, il descend l'escadrille. Et donc là, ça a de la gueule. Je trouve que ça a de la gueule. Bien sûr. Ça s'arrête là. Je crois que c'est pour moi. Il y a le combat à la fin aussi. Le combat à la fin qui est trop long, mais le début entre les deux grosses bêtes. Je suis désolé, mais là c'est embarrassant parce que le combat de Kong de Jackson là était extrêmement bien foutu. Avec les tyrannosaures. Avec les tyrannosaures, tu sais, où il prend il ouvre la gueule pour lui arracher la mâchoire. D'ailleurs, on sent qu'il y a une influence. Le remake de la même bagarre dans le Kong de 33. Oui. À peu de choses. Alors c'est que là, plus ampleur, etc. Mais le déroulé de la scène est assez équivalente. Et justement, l'arrachage de la mâchoire est dans le Kong de 33. Oui. Mais là, t'as deux choses qui sont totalement ridicules dans le traitement de Kong. C'est-à-dire qu'on en arrive quand même à face à face, donc entre Kong et la bestiole de fin, où Kong prend un arbre et le dépoile et s'en fait une espèce d'épée. Et avec le plan de derrière où on voit la main et l'épée, quoi. Écoute, il n'y avait pas de paquebot. J'ai pensé à ça. Deuxième truc embarrassant, il va aussi se servir d'une chaîne à laquelle est accrochée au bout une énorme hélice d'un paquebot. Et c'est une référence à Tarantino. Moi, ça m'a fait penser celle dans Kill Bill, l'adversaire de fin dans le premier Kill Bill, le volume 1, la petite japonaise qui affronte avec sa masse. Cette masse qui est aiguisée, et c'est exactement ça. Donc voilà, on a un Kong qui du coup c'est Kong Kung Fu, puisque apparemment le mec est 3e dan de tout ce qui touche, et c'est ridicule. Il y a eu un hippon aussi, à un moment on le voit, il prend le monstre et il lui met une sorte de hippon. C'est très embarrassant. Très embarrassant, et un certain nombre de scènes également. En plus avec une façon de filmer très clipesque. Moi j'ai trouvé. Avec aussi beaucoup de scènes au ralenti. Tu sais, ces scènes où tu as la caméra qui peut tourner. Qui tournent aussi au ralenti. Ouais, c'est ça, qui tournent, qui sont bloqués. Voilà. Donc ça peut avoir de la grâce certaines fois, sauf que à d'autres moments ça ne fonctionne pas. Et notamment il y a des scènes avec Tom Hiddleston où on est censé magnifier une sorte de guerrier un petit peu. Ah bah non. Pour te dire, le sort réservé à Tom Hiddleston quand même, c'est-à-dire qu'une des scènes où il est censé nous montrer toute sa puissance et comprendre pourquoi il est là, il est donc revêtu d'un masque à gaz, il se projette dans un espèce de nuage vert et avec un sabre il dégomme des espèces de petits ptérodactyles dégueulasses, et donc il les coupe et au ralenti. Donc quand il les découpe, c'est bleu, tu sais pas pourquoi, il saigne bleu, c'est le sang. T'es sur une île un petit peu particulière. Et tout ça est au ralenti, t'as même du coup le plan, je crois, où tu es derrière la petite bestiole, elle s'ouvre en deux et derrière t'as le masque, et tout ça au ralenti, et tout ça est d'un ridicule et d'un non-sens, mais si on rejoint en plus le reste du casting. Ouais, John Goodman alors. Juste avant, on en parle quand même du face-à-face, du regard dans regard Kong Samuel L. Jackson qui revient à plusieurs reprises dans le film, et où t'as envie de partir de la salle. Pour expliquer, dès le début, après l'attaque de Kong qui a détruit l'intégralité de l'escadrille des hélicoptères, il se retrouve face à Samuel L. Jackson qui le regarde les yeux dans les yeux et qui lui fait comprendre « toi je vais te buter », et Kong qui lui fait comprendre « toi je vais te buter ». C'est ridicule. Oui. Et on a envie de partir. Ouais. Mais ce qui me fait dire quand même que Samuel Jackson est un excellent acteur de série B. Il n'y a pas de problème. Ça y est, serpent dans la gorge, je pense que ça pose. C'est vraiment ça. Mais toi, ça s'en cache pas. Non, mais au moins, ce film-là n'est pas autre chose, sauf qu'il est vendu comme autre chose. Et c'est ça qui, moi, en fait, Oui, mais regarde dans Django. Il est génial dans Django. Il est capable de faire bien autre chose. Non, mais il est capable de faire bien autre chose. Il a ses préférences. Il sait quand il va faire quand il participe à une vraie œuvre de cinéma, il est encore époustouflant dans Les 8 salopards. Donc voilà, il sait très bien que quand il pousse la porte de chez Tarantino, il y a un rôle qui est fait sur mesure, et derrière, il est complètement décomplexé à enchaîner des rôles pour le coup, qui, je pense, le font juste marrer et paye ses impôts. Je pense qu'il est très transparent par rapport à ça. Il le joue de cette manière-là, je pense. Alors Goodman, du coup, tu veux qu'on parle de John? Oui, ça nous permet d'admirer son régime.
putain, il a fondu ce mec. Surtout qu'on lui a dévoilé on l'a relayé sur le Facebook de l'émission, mais il a chopé une étoile. Alors du coup, c'est pas pour son rôle dans Kong, c'est pour l'ensemble de sa carrière, mais elle lui a été remise pendant la promo de Kong. Il y a d'ailleurs le petit caméo de Jeff Bridges qui reprend avec son pull, qui fait un discours comme si c'était le dude. Et en fait, c'est super de The Big Lebowski, c'est super sympa. C'est vraiment. Il arrive en costume, il enlève sa veste, il a un sac de bowling. Donc a priori Goodman ne sait pas ce qu'il est en train de faire, puis surtout que Bridges maintenant c'est quand même une sacrée masse quoi, et donc il sort le pull de The Big Lebowski qui met comme ça, il reprend l'accent, c'est à peine si on lui balance pas un russe blanc au passage, et voilà, il part en live, etc. Donc alors du coup Goodman qui est effectivement dans Cloverfield Lane crève l'écran. Là il fait ce à quoi il est embauché, c'est-à-dire que c'est lui c'est par lui, si tu veux, que l'expédition se monte. Tu comprends très vite qu'il est, vu qu'il bosse pour Monarch, et que en gros c'est la dernière mission qui peut sauver le projet Monarch. Il apporte ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire suffisamment de crédibilité pour le projet scientifique, etc. Suffisamment aussi de roublardise, parce que tu sais qu'il est roublard, et donc tu sais très bien que c'est par lui le côté caché du projet, c'est par lui. Après, de toute façon, il est soumis à une écriture de personnage extrêmement pauvre. Et il fait ce qu'il peut, avec peut-être moins de foutage de gueule que Samuel Jackson, qui lui clairement est en roue libre. On le sent un peu plus concerné, on sent qu'il essaie un peu plus de faire les choses un peu plus sérieusement, mais que de toute façon il se heurte aux limites de l'exercice quoi. Mais ça, c'est un film qui surprend nulle part. Ah bah non, mais pas du tout. Mais du coup c'est le problème de concevoir un film de monstres avec que des monstres et de ne pas mettre de personnages forts à côté. Le film ne fonctionne pas du tout, jamais. Parce que mettre des monstres, le parti pris, c'était de dire, voilà, on reprend un petit peu l'idée on est sur une île qui s'est figée dans le temps, il y a d'autres monstres que Kong. Kong est un monstre parmi les autres. D'ailleurs, le traitement de l'île, du coup, on en fait des tonnes au départ. Tu vois, c'est vendu comme l'île mystérieuse, hyper dangereuse. C'est Skull Island. Voilà, c'est Skull Island. Mais du coup, sauf que très vite, la volonté, c'est de te balancer des monstres le plus possible et sans intérêt particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des mal designés en plus quoi. Ah mais tous. Il y a que l'araignée. Il y a une araignée qui est plutôt. Il y a une scène avec une araignée qui est plutôt. Je veux dire, en fait, l'arrivée de ces monstres arrive de manière très, comme un cheveu sur la soupe. Ça apporte rien d'un point de vue scénaristique. Ça apporte rien. Il n'y a pas de scénario. En fait, c'est ça le problème, c'est ça apporte rien à l'histoire. Tu ressens pas le danger. Tu ressens jamais le danger. Donc c'est très problématique. Et tu peux même pas te raccrocher au personnage parce que le point de vue, aucun l'identification est pas possible. La journaliste, la petite dame, la poumonée, elle passe son temps à photographier des gens de guerre, donc elle fait ça des tout gens. Le temps. Elle le fera jusqu'au bout. Elle photographie la tribu, elle ne fait que ça. Rien ne passe parmi les personnages. Il n'y a pas de relation entre eux. Rien ne fonctionne. Et toi, par exemple, le Gareth Edwards, le Godzilla, au moins, on en pense qu'on veut. Moi, en effet, je suis pas très fan des relations entre les personnages et de l'aspect traitement des humains, mais au moins, je trouvais que Kick-Ass, je me souviens plus l'acteur. Aaron Taylor-Jones. Ouais. Voilà. Il avait quand même un traitement qui était un petit peu coupé à la serpe, on est bien d'accord, mais tu pouvais avoir cette identification, tu pouvais rentrer, tu pouvais accepter certains de son parcours, tu pouvais accepter son parcours. Disons que c'était pas extraordinaire, mais ça ne desservait pas le film. Sauf que là, il était aussi dans la série. Edwards avait eu l'intelligence d'aller chercher Bryan Cranston, qui lui surclassait toute la première partie du film, avec notamment cette dernière scène qui est absolument phénoménale, qui règle le truc. Mais c'est vrai que du coup, ça en vient à, encore une fois, c'est comme à rehausser le Peter Jackson, pour moi en tout cas, que je suis pas très fan, mais du coup ça me donne envie de le revoir pour m'apercevoir que finalement c'était un bon film, et ça ne fait aussi que magnifier Godzilla de Gareth Edwards, clairement.
Je sais pas, moi ça me rehausse pas le Gareth Edwards, mais en tout cas ça donne pas envie. Moi ça donne pas envie de voir. Parce que je trouve que tu vois, par exemple, les personnages. Tout dépend à qui on confie. Quand tu compares les personnages, même le traitement des personnages de Gareth Edwards qui était problématique en devient supérieur. On est d'accord. Et plus acceptable que ce qu'on nous a servi. Mais là le problème c'est que tu dis ça dépend à qui on va le filer le Kong contre Godzilla. Mais en fait qu'importe, puisque le but est de faire des monstres désincarnés. On est bien d'accord que, comme on l'a indiqué en introduction, Godzilla n'apparaissant qu'à une époque moderne, puisque Ken Watanabe le recherche depuis même semble-t-il avant l'épisode de la centrale nucléaire de démarrage du film, qui se passe déjà dans le passé. Donc si le film Godzilla versus King Kong se déroule, enfin c'est pas possible qu'il se déroule entre la guerre du Vietnam et le Godzilla d'Edwards, donc c'est forcément après. Donc est-ce que l'explication du peu d'investissement de Tom Hiddleston, etc., de Brie Larson dans le film, il n'est pas aussi lié au fait qu'ils ne seront pas dans la suite? Peu importe en fait. C'est des stand-alone quand même. S'il a 40 ans. C'est des films qui sont censés se voir indépendamment. Si Hiddleston a. Oui, mais ils cherchent tous la franchise qui va leur permettre d'avoir 4, 5, 6 films au compteur. Aujourd'hui, t'as Robert Downey Jr. qui traîne les pieds qui a toujours pas renouvelé son contrat pour Iron Man. En attendant, ça lui a sauvé sa carrière, ça lui a rempli son coffre-fort. Oui, ça lui a détruit aussi sa carrière, la revoyure. Bon, il nous fera une Tarantino. Là, le problème, c'est que on peut pas être optimiste là sur la suite de cette franchise-là. C'est pas possible. Est-ce que justement, il n'y a pas un déficit d'investissement parce que aussi ils savent qu'ils seront pas dans le 2. Non, je pense que c'est un vrai problème de production et d'écriture. Problème d'écriture. Franchement. C'est pour ça, je pense que là le personnage il est créé. Après, en fait, même si qui le confie. Ou alors il y a peut-être un truc qu'on n'a pas pris en compte, les gars. C'est que c'est un film de série B qui s'assume comme tel et qui joue à fond. Trop sérieux. Voilà. Moi, c'est un petit peu parce que du film de série B après tout qui dit moi je suis dans le nawak et puis j'en ai rien à foutre et moi je suis décomplexé dans la violence, dans les poses iconiques à 2 balles, tout ça. On a les Fast and Furious. Mais voilà, en fait, ça a quand même des prétentions un petit peu autres, quoi. Même dans les scènes où c'est du n'importe quoi, c'est des scènes qui sont très premier degré. Il n'y a pas de second degré dans les scènes où c'est n'importe quoi. Je prends l'exemple du mec qui se fait découper par des sortes d'énormes ptérodactyles qui l'emportent, et en fait, il se fait découper à contre-jour en l'air, en pile dans le soleil, en fait, et on voit juste son ombre se faire découper. Ça pourrait être drôle si le traitement qui avait été. Encore une fois, ça vient, tu comprends pas, tu sais pas d'où ça vient. Les mecs, ils sont sur le bateau, du coup, ils sont pas apeurés par ce qui se passe. Ils regardent simplement leurs potes se faire découper. Il y a pas de danger, il y a pas de. Oh là là, on va peut-être se cacher. Ils restent comme des. Comme des glands sur le bateau. Exactement. Enfin. C'est ni fait ni à faire, c'est pas terrible. Je parle pas de la performance de John C. Reilly, c'est-à-dire que là, qui apparaît un peu bouffonnesque dans la bande-annonce. Clairement. Mais du coup, ça en devient gênant. Et encore une fois, le personnage de Dennis Hopper dans Apocalypse Now, il était censé relayer et être le premier contact avec la folie, clairement, du colonel Course et de ce qui se passait, de l'histoire en général. Là, il relaye rien, si ce n'est un espèce de débile. Il n'y a pas de. Voilà. Et alors, le mon Dieu. Non, je sais. On va clôturer vite fait, mais. Avec la scène de fin. Mais quelle image de la scène d'ouverture qui, moi, dès le début, je me suis dit, oh là là, c'est la scène pré-générique qui est une catastrophe. Parce qu'en fait, tu sais que Cirelli, on commence le film avec la scène d'ouverture qui le concerne quand il est plus jeune sur comment est-ce qu'il atterrit sur Skull Island. En gros, c'est un personnage qui, donc, depuis 1941, je crois. 44. Et sur l'île, sachant qu'on est en 73, donc voilà, ça fait en gros son avion se fait abattre, une vingtaine d'années qu'il est là, et donc il a été recueilli par le peuple de l'île, parce qu'il y a un peuple aussi sur l'île, ça demanderait des heures de traitement. Ils apparaissent. Enfin, oui, Skull Island est peuplé d'humains. Mais ça pose pas forcément de problème. Sauf que. Mais en fait, ils vivent sur. Enfin, c'est ridicule. On te dit que l'île est ultra dangereuse, etc. Et eux sont épargnés parce qu'ils vivraient sous la protection de Kong. C'est très conforme à la mythologie entre guillemets. Oui, mais en fait, rien n'est expliqué. Enfin, et
si tu veux, Parce qu'à ça la base, ne les fonctionne personnages pas parce féminins que dans Kong, c'est des futurs sacrifices faits à Kong pour. on est dans une île dans laquelle t'as des bestioles qui viennent du ciel, qui te bouffent. On a une île sur laquelle il y a des araignées qui font à peu près 15 étages de haut. On est sur une île dans laquelle il y a des poulpes qui n'ont de nom que des poulpes, puisque ce sont des kraken, et ce dans une petite flaque d'eau. Tu te dis que les pauvres humains qui sont sur l'île, ils vont manger leur race, ils vont manger. Il y a un mur en bois. Et ben eux, ils sont protégés par un putain de mur en bois, une palissade de chantier, quoi. Je te jure, c'est quand même assez étonnant. La 3D dispensable, il y a un intérêt. Non, elle était propre. Dans la scène de désengage. Oui. Voilà. Bon. Comme d'habitude, donc pas indispensable. Voilà, dispensable. Et puis nous, on parlait d'une scène de fin donc qui était affligeante puisque donc l'acteur Cirelli revient donc quitte Skull Island après 30 et quelques années et revoit sa femme qu'il le pensait mort et son fils qu'il n'a jamais vu. Et là, le tout formé en 8 mm, film en 8 mm, et là, c'est oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est raté. Parce que la première chose qu'il fait, bien sûr, c'est prendre une bière et s'asseoir devant un match des Cubs. D'ailleurs, il y a évidemment une référence. Voilà. Parce que je crois que c'est le seul titre qu'ils ont gagné cette année-là, en 73. Donc j'ai pensé à toi parce que dès le départ, le premier truc dont John C. Reilly parle, c'est les Cubs. Alors, est-ce qu'ils ont enfin gagné Voilà. Et je me suis dit, ça c'est pour Franck. Voilà, ça, moi, ça m'a pas parlé. Hein. Et pour c'est le foot américain, c'est du baseball. Ils ont gagné un titre dans l'histoire. Voilà. Non, ils en ont gagné un il y a une centaine d'années. Ils ont viré un joueur qui leur a dit en partant, un peu comme je sais plus dans les Borgia et compagnie, jusqu'à la 7ème génération, ils ont jamais gagné jusqu'à là. La dernière chose que je voulais dire, c'est que le film était tellement mauvais que et je m'en suis aperçu après et on avait juste envie, donc après cette scène de on a cru que c'était la scène post-générique, c'était pas la on l'a raté. Oui, il y a une scène post-générique, on s'est barré avant et qui annonce apparemment le lien entre King Kong on va se précipiter tous en Internet pour aller voir ça. Et ce sera a priori avec Brie Larson et Tom Hiddleston, donc qui du coup donc auront plus de 30 ans. Enfin, mais je sais pas en fait si apparemment du coup serait relié toujours à cette fameuse agence Monarch en gros qui est finalement le shield de Legendary quoi. C'est exactement. On en conclut quoi? Que pas bon, je crois que c'est clair. Est-ce qu'au moins c'est fun Même pas. Il y a quelques scènes fun, mais sur la longueur, sur 1h45. Ah non, merci. Non, mais ça vaut le passage TF1 un dimanche soir, tu sais pas quoi mater. Ah ouais, d'accord. Là, tu te fais plaisir. Ne foutez pas 10 € là-dedans. Non, je me fais une bonne bouse. Et je l'assume comme tel, voilà. À la sortie, je vous ai quand même dit, je pense que ça va devenir un nanar un peu classique. Non, je suis persuadé. Parce qu'il n'y a rien de fun. Non, parce que ça passe l'envergure du nanar. Ouais, voilà. C'est-à-dire que on n'est pas loin quand même. Hein. Non. Ah non, moi je pense qu'on en est très loin. Dans la nullité, c'est pas pareil. Là, il n'y a pas de prétention au nanar, c'est ça le problème. J'ai eu envie de sortir au moins 3 fois en cours de film. Si on n'était pas là pour le podcast, je pense que je me serais barré. Moi, j'avais fait pipi avant, donc j'ai pas eu ce besoin. Moi, je me serais barré. Jamais. Mais c'était pas possible. Je suis d'accord. C'était pas possible. Toi, t'aurais pas vu The Witch Hunter? Non, c'était quoi c'est Witch Hunter avec de Nicolas Cage où il chasse des. Oui. Sortir, ouais. Tu ne quittes jamais une scène. Jamais. Et nous, on fera attention à ce que tu ne quittes jamais. Ouais. Mais l'envie est très très présente. Tu respectes l'artiste. Est-ce que, alors, sachant que on n'a aucune information sur le crossover, aucune date de sortie. Non, ils attendent les chiffres, je pense. On a bien évidemment pas, on sait pas à qui le projet est confié. Apparemment, le jeune réalisateur là est reparti sur un autre truc d'envergure. Ah oui, j'ai pensé à vous les gars, parce que là, moi, c'est là où je me marre, définitivement. C'est lui qui va faire Metal Gear, l'adaptation. Ah oui, c'est vrai. Voilà, cadeau. Ouais, alors Konami qui détient une partie des droits. Konami n'entend que. Bon, là-dessus, à mon avis, c'est pas loin, c'est pas près d'être sorti ce truc-là, mais effectivement, voilà, c'est le fameux. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura pas Kojima derrière. Hein. Ah bah non. Du coup, parce qu'il a abandonné. Voilà, donc ça va être. Au niveau du crossover, on n'a absolument aucune information, aucune date de sortie. Moi, je l'attends pas. Aucune attente non plus. Moi, je l'attends plus du tout. D'accord. C'est fini. Sauf si c'est Gareth Edwards qui reprend le truc. Non. Mais il le fera pas. Il le fera, faut arrêter. Bon, bah voilà. On vous a donné envie de pas le voir, je pense. Hein. On t'a fait gagner 10 € quand même. Tu nous dis merci.
Tu nous dis merci les gars. J'irais peut-être si j'ai l'occasion, mais après. Tu iras le voir. Il y a The Lost City of Z. Il y a beaucoup de sorties en ce moment là de films hyper intéressants. Bon. Donc je sais pas. Écoute certain. le podcast et tu verras qu'on t'a donné. Ou alors sur iTunes en location à 2 balles. Non mais c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce qu'on fait des petites recos rapides? Allez, on se fait les recos. Univers de monstres, des trucs comme ça. Alors qui commence pour les recommandations? Petite recommandation, j'allais vous dire forcément le Kong de Jackson pour rester dans cette veine-là, mais c'est pas très original. Là, je viens de racheter le Kong original, pour le coup, ce 33, parce que la FNAC fait des promotions intéressantes sur ces trésors, le patrimoine du film. On va dire que c'est sponsorisé après par la FNAC. Voilà, donc là, j'ai un film que je vais revoir, il y a longtemps que j'ai pas vu. Voilà, donc non, pas de reco spécial. Tristan? Oui, on veut des monstres, on veut de la bataille. On veut un second degré, on veut un peu de cinéma, on veut des effets spéciaux, donc on veut Pacific Rim qu'on a revu il y a pas longtemps. On en reviendra. Mais moi à la sortie, je me suis dit, quitte à voir des gros machins se taper dessus, le dernier film avec des gros machins qui se tapent dessus, c'est Pacific Rim. Donc vivement le 2. Ouais, je suis assez d'accord. Non, je suis d'accord pour Pacific Rim. Le 2, on verra. Aurel. Ouais, non, Marocco, ça ira plus sur vous voulez un film de Vietnam, vous voulez le film de Vietnam, eh bien faites comme moi, allez, prenez le Blu-ray Apocalypse Now Redux, qui est un film qui est époustouflant, tout simplement, qui est un très 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 grand film. Moi j'ai une non-recommandation. Ne regardez pas le Godzilla de Roland Emmerich, c'est pas la peine. Personne, mais qui va le voir? Je sais pas, toi, une promo, un truc, justement, tes fameuses promos à la FNAC. Un moment de faiblesse. Ils vont essayer de refourguer les stocks de leur merde de Blu-ray. Je te parle du patrimoine du cinéma avec le Kong de Cooper Schoedsack. Je te parle pas de. Ça, c'est un nanar. Ça, c'est un vrai nanar. Parce qu'il est fun. Tellement il est débile. Je sais pas, moi. Le coup de la gamelle qui fabrique, qui donne, tu sais, ils remplissent de poissons et tu vois Godzilla bouffer dedans comme un chien, c'est génial. C'est en plein Central Park, c'est super. L'idée elle est complètement con. C'est pas faux. Et puis Jean Reno. Godzilla. Non, c'est vrai que moi je recommande aussi le Peter Jackson. Le film est pas parfait, mais moi j'ai un vrai attachement, notamment sur une scène toute bête, la scène de la patinoire que certains trouvent complètement ridicule, etc. Ça me fait mal au cœur. Moi, tu sais que c'est la partie que je regarde jamais en fait. Toi aussi tu. Ah mais moi je peux pas, ça me fait trop mal au cœur. Je suis désolé. Je sais même pas si je suis allé jusque là en fait. Donc pour lui, Godzilla est toujours vivant. C'est comme ceux qui regardaient Firefly et qui n'ont pas vu le film. Donc le pilote dans Firefly, il est toujours vivant. Donc non, ouais, ça peut être un peu kitschouille, un peu, mais je trouve que c'est avec l'Empire qui est un bâtiment extraordinaire. C'est vraiment c'est vraiment top. Et effectivement, le Pacific Rim. Je pense que pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts antérieurs, on voue un culte, en tout cas à Stéphane et moi, Guillermo del Toro. Assez démentiel. Le film est génial. Là il y a une suite, c'est pas le même casting, c'est le showrunner de Daredevil qui a récupéré ça. C'est là où je suis un peu surpris de vos retours, c'est que Legendary avait quand même vachement bien porté la production de Pacific Rim avant de finalement tout foirer, de le foutre dehors et de là de produire une belle merde. Donc Legendary qui était un peu l'outsider sur un certain nombre de choses. Bah ouais, mais je pense qu'ils sont impactés par autre chose. Il y a moyen en effet de créer du multiverse. On parlait de Transformers il y a pas longtemps. Figurez-vous que Transformers 5, celui dont on a parlé dans l'épisode 2, le hors-série. On va fermer le podcast sur Transformers, merde. Et en fait, ce qui m'avait échappé, c'est qu'en fait, ils veulent aussi un multivers Transformers, et donc le Transformers 5 de Michael Bay va être le premier d'une série Transformers. Il y aura une série animée, il y aura des séries télé dans lesquelles on va te forcer. Il n'y a pas un Godzilla Kong Transformers, que ce soit un peu drôle, quitte à être dans t'as fait différents supports pour avoir toutes les clés de l'histoire. Et si j'avais une recommandation, alors c'est un film que j'ai pas vu mais qui a cartonné au Japon,
c'est Shin Godzilla par le créateur d'Evangelion, donc un film live. C'est le plus gros carton historique au Japon sur Godzilla, qui est un film à la fois de monstres et de bureaucratie. Je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment les critiques sont dithyrambiques à ce niveau-là. Donc si vous voulez un film de monstres récent et peut-être un peu original, je sais pas, il n'y a pas de sortie en France, hein. Je crois pas. Donc ça va être compliqué. Mais merci quand même d'avoir recommandé. Non, mais sur iTunes, le film, je pense, pourrait être trouvable au moment de sa sortie internationale. Il me semble qu'il y a une sortie internationale. Bon, en tout cas, voilà, allez peut-être jeter un coup d'œil là-dessus pour avoir quelque chose a priori de beaucoup plus original que ce que vous avez pu voir ce soir. Fin du podcast. Oui. Retour prochainement. On n'a pas encore défini. Non, il y a pas mal de choses. Il y avait du Ghost in the Shell. Il y avait. Peut-être que pour les movies, on va peut-être se calmer un petit peu. On pourrait faire un peu de cinéma. Ouais, on va faire ça. La City of Z. On verra. On va procéder à un vote démocratique. On dit plus maintenant. On dit plus si on change d'avis. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver donc l'émission sur la page Facebook Cinécast Podcast, sur le Twitter également de l'émission et sur la chaîne YouTube de l'émission, dans laquelle la mise en ligne sera a priori assez rapide. Donc voilà, merci encore pour vos retours, d'avoir écouté le podcast, et puis on espère que vous continuerez à suivre Cinécast dans ses prochaines aventures. À bientôt. Salut. Au revoir maman.